L'argent fait partie de nos vies au quotidien. Mais beaucoup d'entre nous grandissent sans réelle éducation financière. Dans la diaspora africaine, les questions d'argent, d'investissement ou de patrimoine restent parfois floues, tabous ou réservées à une élite. Alors, comment apprendre à mieux gérer son argent ? Comment construire un patrimoine quand on part parfois de zéro ? Et surtout, pourquoi l'éducation financière est-elle devenue essentielle aujourd'hui ? Mais avant de répondre à toutes ces questions, jingle ! Bonjour et bienvenue dans Sautipédia, le podcast où la diaspora africaine se raconte, se questionne et se célèbre entre expériences vécues et analyses d'experts. Épargne, investissement, gestion de patrimoine, rapport à l'argent, pression familiale ou encore transmission, beaucoup de personnes issues de la diaspora apprennent ces sujets parfois sur le tas, parfois après même des erreurs ou des difficultés. Dans cet épisode, l'objectif est simplement d'ouvrir une discussion autour de notre rapport à l'argent et de l'importance de l'éducation financière dans nos communautés. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Ursule, conseillère en création et gestion de patrimoine depuis maintenant 4 ans et fondatrice de son propre cabinet Potentia Patrimoine. Bonjour Ursule, comment vas-tu aujourd'hui ? Bonjour Massita, bonjour Chloé, je vais très très bien et merci pour votre invitation. Merci à toi d'être là avec nous aujourd'hui et de nous accorder de ton temps, surtout que tu dois être très occupée en ce moment. C'est vrai, entre le boulot, la vie de famille, une petite fille maintenant, ça va. C'est vrai que merci beaucoup. Les journées sont très chargées, mais je suis très très contente d'être avec vous ce matin. Nous aussi. Et aujourd'hui, du coup, on va essayer un peu de discuter de ton parcours, de ce qui t'a poussé à te lancer dans ce domaine, mais aussi, en fait, plus globalement, des réalités financières au sein de la diaspora africaine. L'idée, ça va simplement être d'échanger autour des constats que tu as pu faire, aussi bien à partir de tes expériences professionnelles, de tes expériences personnelles, et puis qu'on puisse réfléchir tous ensemble, éventuellement penser à des axes de réflexion. Ouais, de réflexion. D'accord. Okay. Ça me va très bien. Le programme me sied parfaitement. C'est parfait. Alors, pour commencer, nous, on aimerait bien savoir ce qui t'a donné envie de travailler dans la création et la gestion de patrimoine. Surtout que tu as un parcours quand même assez atypique. Donc, ce serait bien que tu explicites un peu, que tu reviennes au début et que tu expliques ce qui t'a donné envie de faire ce changement assez radical. Ouais, tout à fait. Effectivement, je ne viens pas du domaine de la finance, des assurances, de l'immobilier de base. Donc moi, j'ai un parcours plutôt ingénieur, plutôt technique. Donc j'ai fait une fac. Après la fac, j'ai fait des concours pour intégrer une école d'ingénieur. Donc j'ai fait Supaéro à Toulouse. Donc très axé aéronautique, conception d'avions, conception de moteurs d'avions. Donc ça a été vraiment ça le fil directeur de mes études. J'ai fait des stages un peu comme vous, des stages très axés aéronautique à l'étranger. Je parle de ça parce que ça a été aussi à un moment où je me suis un peu ouverte, notamment à l'argent, parce que j'ai eu l'opportunité de faire 6 mois de stage aux États-Unis. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, par rapport à la France ou même à l'Afrique, le rapport à l'argent, il n'est pas du tout pareil, quoi. Et donc, c'est à l'occasion de ce stage-là que j'ai commencé, à me questionner sur les questions de l'argent, sur les questions de l'investissement, plus à titre personnel à ce moment-là. C'était pas vraiment pour en faire un cabinet, mais c'est arrivé à ce moment-là. Puis après mes études, j'ai bossé dans le nucléaire. Et puis c'est vraiment par une rencontre, que j'ai découvert véritablement les investissements de manière professionnelle. Parce que comme je disais, quand j'ai commencé à travailler en 2018, ça remonte déjà, en 2018, j'avais fait une petite recherche sur Internet comme ça et j'avais ouvert un contrat d'assurance vie. Je me rappelle à l'époque sur Yomoni parce que je me disais, ouais, mais mon argent, je travaille, je mets de l'argent de côté sur mon livret A. Mais j'avais entendu parler aux États-Unis d'un compte pour femmes à l'époque qui s'appelait Ellevest, qui faisait de l'investissement pour les femmes. Et je trouvais que c'était hyper cool. Et en rentrant en France, je leur avais envoyé un mail en leur disant, mais moi, je vis pas aux États-Unis, je vis en France, mais j'aimerais pouvoir ouvrir un compte chez vous parce que vous promouvez tout ce qui est émancipation féminine, etc. autour de l'argent. J'aimerais ouvrir un compte chez vous. Ils m'avaient dit non, étant donné que vous n'êtes pas résidente fiscale américaine, ça sera pas possible. Faites vos recherches en France pour trouver quelque chose d'équivalent. Et donc quand j'ai eu mon premier CDI, je me suis dit allez, je vais mettre 250 € quelque part et j'avais regardé un peu sur Internet et je suis tombée sur assurance vie sans vraiment savoir ce que c'était. J'ai quand même ouvert un compte parce que je pouvais me passer de ces 250 € là. Et c'est comme ça que ça a évolué. Et puis est venu un moment où je me suis dit, c'était à l'époque où l'argent était un peu gratuit, c'est avec tout ce qui était taux d'intérêt qui était extrêmement faible. On voyait plein de gens sur YouTube qui disaient qu'ils faisaient de l'immobilier, etc., c'était des rentiers, etc. Bon, maintenant, j'ai compris que c'était
à prendre avec des pincettes, voilà. Mais je me suis dit qu'effectivement, ça faisait déjà plusieurs années que j'étais en CDI et que j'avais rien fait de cette capacité d'endettement. Donc, je m'étais vraiment dit, en début 2022, ça y est, 2022, c'est mon année où je vais investir dans l'immobilier. Il y en a marre que je ne fasse rien de cette capacité d'endettement. Et c'est fou parce que du coup, en 2021, j'achète plein de formations avec mon compte CPF, là, des formations pour me former un peu à l'immobilier, etc. Mais en vrai, enfin, je sens que je ne peux pas y aller toute seule parce que je ne me sens pas assez suffisamment solide pour me permettre d'y aller toute seule, quoi. Et je rencontre après, je la fais courte, hein, un conseiller en gestion de patrimoine qui m'accompagne justement dans ces décisions d'investissement-là, avec qui je fais un premier achat immobilier, qui m'aide à structurer mes placements financiers, mon optimisation fiscale. Bref, on fait tout le tour. Et je me dis, mais en fait, c'est dommage parce que c'est quelque chose que j'aurais pu faire déjà il y a belle lurette parce que je travaillais déjà depuis pas mal d'années. Et c'est ça finalement notre, je dis notre, j'ai pas envie tout de suite de généraliser à la communauté pour nous, mais je pense que c'est aussi un peu les jeunes, hein, on se pose pas forcément ces questions-là, etc. Où on se dit, mais c'est quand je gagnerai un peu mieux ma vie que je pourrais faire certaines choses. Et pour autant, il y a pas mal de choses qui peuvent déjà être activées des jeunes, quoi, dès son premier CDI, dès son premier stage, du moment où on peut mettre 50 € de côté chaque mois, quoi. Voilà. Je me suis un peu perdue. Où est-ce que j'étais? Donc oui, donc comment est-ce que j'arrive du coup à la gestion de patrimoine? Parce que je me rends compte que ce conseiller en gestion de patrimoine dont je vous parle dans mon histoire, lui aussi était ingénieur et qui plus est à Toulouse. Et finalement, je vois pas mal de similarités dans notre parcours, on va dire, d'étudiant. Et donc je me questionne, je lui demande, mais comment est-ce que toi, en tant qu'ingénieur, tu as pu te retrouver dans ce domaine-là et puis tu as l'air de t'éclater et de kiffer ce que tu fais. Et donc, c'est comme ça qu'il m'explique un peu son parcours, etc. Et après, voilà, l'histoire, on la connaît. Hein. Je décide, moi aussi, d'en faire une activité à côté de mon boulot. Et puis, à un moment donné, de tout lâcher pour faire ça à temps plein. Voilà. Ok. C'est super intéressant de voir qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce que tu fais aujourd'hui. Et ce que j'ai vu, c'est que tu as eu plusieurs déclics. Ça, tu as eu d'abord les États-Unis. Et ensuite, la rencontre avec le conseiller. Exactement. Ok, d'accord. Exactement. Et c'est là où... c'est pas le sujet du podcast, hein, mais c'est là où finalement s'ouvrir, je pense toujours à d'autres horizons, s'ouvrir à d'autres perspectives, c'est toujours hyper intéressant. Et je pense que c'est ce que votre génération vous avez compris, le fait de s'ouvrir au monde, de voyager, de faire des années de césure. C'est ce que j'avais fait, une année de césure à l'époque. On savait pas ce que c'était qu'une année de césure, mais il faut la faire. Il faut la faire, ça permet de rencontrer d'autres personnes, de rencontrer d'autres cultures et de s'enrichir comme ça. Et de s'ouvrir, du coup, là, en l'occurrence, c'était de l'argent, mais parler de l'argent, c'est complètement débridé aux États-Unis. Et c'est bien aussi. Enfin, je suis pas en train de demander aux gens de dire bonjour, comment tu vas, combien est-ce que tu gagnes. C'est pas forcément ce que je suis en train de dire, mais ça permet de se dire, OK, c'est quoi l'investissement? Pourquoi investir? C'est quoi l'entrepreneuriat? Je sais que vous avez mis ça aussi au sujet, enfin, sur la table. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'investir, c'est important? Pourquoi est-ce qu'entreprendre, c'est important? Et d'en parler de manière simple et pédagogique, quoi, pour le coup. Ouais. Et puis le deuxième déclic, tu as tout à fait raison, Chloé, la rencontre avec ce conseiller en gestion de patrimoine. Et je mets toujours un accent là-dessus parce que parfois, quand on est dans notre cursus académique, on est très, on a envie on est très laser focus, quoi, sur ce qu'on fait, voilà, sur nos activités, etc. Et parfois, on met un peu au second degré le fait de rencontrer des gens, de garder des liens avec les gens. Et je pense que vraiment, l'école, c'est aussi fait pour ça, enfin, de rencontrer du monde, d'étoffer son réseau, de s'exposer aussi à d'autres personnes, à d'autres façons de penser. Et avoir un réseau et l'entretenir, on l'apprend pas forcément. Je sais pas si vous avez un cours là-dessus à l'université, mais s'il y a vraiment un conseil que je vous donne, c'est entretenez votre réseau et gardez-le, quoi, parce que c'est très très utile. C'est très très utile. Déjà, c'est fun de garder contact avec des gens et puis ça peut s'avérer très utile par la suite. Voilà. Mais en tout cas, merci pour cette réponse. Tu as pu déjà aller sur plein de sujets sur lesquels potentiellement on va un peu plus revenir en détail au fur et à mesure. Ouais. Mais du coup, moi, ce qui m'a fait un peu tilter, c'est que tu disais que quand tu as eu ton premier CDI, tu as cherché dans quoi investir et du coup, tu as investi dans l'assurance vie et que tu savais pas encore ce que c'était. Nous, par exemple, je pense que du coup, on est un peu plus jeune que toi, mais on sait ce que c'est qu'une assurance vie. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est avant d'aller aux États-Unis, quel était ton rapport à l'argent?
quel était le rapport à l'éducation financière, peut-être dans ta famille, autour de toi. Voilà, qu'est-ce que tu observais, quoi? Ouais, autour de l'argent, quoi. Ouais. Alors, si je fais, effectivement, si je reviens un peu en arrière, dans ma famille, si je regarde ma famille en particulier, on a souvent parlé d'argent. Voilà. Pas forcément parler d'investissement où on mettait pas forcément ce mot-là là-dessus, mais on a souvent parlé d'argent. Alors moi, je suis la première, je suis l'aînée de ma fratrie chez moi. Donc avec mes parents, en tant qu'aîné, effectivement, il y a des sujets qu'on aborde avec ses parents qu'on n'aborde pas forcément avec ses petits frères. Et ça a toujours été très très ouvert de comment est-ce qu'on finance ton école, comment est-ce qu'on va financer tes études, ta chambre à l'école, etc., tes frais de vie, etc. Et je sais qu'à Sup Aéro, moi, typiquement, j'ai fait des cours de soutien parce que je savais que j'avais besoin d'argent pour pouvoir arrondir mes fins de mois. Mes parents m'envoyaient une petite soulte, mais je savais que si je voulais un peu plus, il fallait que je fasse travailler une compétence. Et en l'occurrence, la compétence que j'avais, c'était des maths. Donc, je faisais des cours de soutien à une demoiselle de seconde pour avoir quelques sous à l'époque. Je me rappelle, c'était 30 € de l'heure. Très, très bien. Et donc, ça me permettait, ça me permettait d'avoir un peu d'argent qui rentrait. Et je pense que mon rapport, la question de l'épargne ne s'est pas vraiment posée. Voilà. Je savais que j'avais besoin d'argent pour faire des choses, mais est-ce que je savais que j'avais besoin d'argent pour pouvoir épargner dans une optique de faire quelque chose à moyen long terme? Pas forcément. D'accord. Parce que je ne pense pas que c'était des choses que j'avais forcément reçues tout de suite. Voilà. C'est pas le souvenir que j'avais. Je savais que j'avais besoin d'argent pour pouvoir répondre à mes besoins immédiats, mais pas forcément parce qu'il y avait une anticipation sur des projets qui pouvaient arriver par la suite. Après, c'est sûr que quand tu te rends compte, quand tu es face à un besoin et que tu as besoin d'argent, évidemment, tu te dis toujours, si seulement j'avais su, j'aurais peut-être moins dépensé ce que j'avais avant, etc. Parce qu'il y avait eu ce projet-là qui se serait présenté à ce moment-là. Mais bon, donc je pense que j'avance un peu comme ça. Très honnêtement. Pareil, à l'école, on se pose pas beaucoup de questions. À l'école, l'idée, c'est de faire ses études, être performant à l'école, avoir de quoi se payer des voyages, se payer ses week-ends de promo, etc. Mais sans plus. Merci pour ces réponses. Mais d'ailleurs, j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que tu penses qu'on parle assez de l'éducation financière dans nos communautés? Je vais toujours parler évidemment par rapport à mon prisme et par rapport à ce que je peux voir moi dans mon cercle, on va dire proche, ou même au boulot dans le cadre de l'accompagnement que je peux faire, mais je n'ai pas envie d'en faire une généralité. Okay. Voilà, c'est toujours à prendre avec des pincettes ce que je dis ou ce que des gens peuvent dire de manière générale. Mais je trouve que effectivement, ça pourrait être cette question un peu d'anticipation. C'est pas forcément des choses qu'on apprend jeune. Voilà, parce qu'on est on est très sollicité aussi, il faut le dire. Enfin, il y a eu des sollicitations parce que effectivement, il y a la vie de tous les jours, voilà, se nourrir, se loger, envoyer ses enfants à l'école, etc. Et puis nous, on prend soin peut-être aussi des personnes qui sont peut-être plus âgées que nous. On prend soin peut-être aussi d'une communauté, etc. Donc parfois, on a peut-être tendance à se mettre un peu au second degré. Et de dire, non, mais moi, j'ai la force, j'ai un boulot, etc. Je vais utiliser ce salaire-là pour mettre à l'aise toute cette communauté-là, finalement, qui dépend de mon salaire. Mais le problème, en fait, en faisant ça, et en quelque part, sans anticiper ses propres besoins et ses propres projets qui vont de toute manière arriver, mais c'est que finalement, sans s'en rendre compte, on peut quelque part reproduire le schéma. De se dire, j'ai pris tous mes économies ou bien tout mon salaire pour aider toute ma communauté. Et là, quand je dis communauté, ça peut être la famille, ça peut être des amis proches. Voilà, vous voyez ce cercle africain cette solidarité qui est notre caractéristique, qui est notre force en réalité. Mais le truc, c'est qu'en faisant ça, parfois, on s'oublie. Et ça fait que finalement, quand il faut envoyer ses propres enfants en études supérieures, on se dit, mais mince, comment est-ce que je fais? Quand il faut préparer sa propre retraite, ou quand on arrive à 55 ans, on se dit, on est à 10 ans de la retraite, on se dit, mince, comment est-ce que je vais faire? Parce qu'il y a ce déficit retraite qui va pas me louper. Mais comment est-ce que je fais? On se retrouve dans la tourmente. Alors qu'en réalité, c'est des choses qui auraient pu être anticipées bien en amont, avec un budget qui est bien délimité, avec aussi parfois la nécessité de dire non, je ne peux pas. Parfois à structurer son environnement pour aussi pas se léser dans cette démarche de création de patrimoine. Donc c'est ça, quoi. Je pense que notre force est notre solidarité, mais parfois ça peut être aussi notre
notre talon d'Achille, quoi. Parce que vouloir toujours être très soudé, très solidaire et à faire passer parfois les autres avant nous, mais parfois on s'oublie et s'oublier, c'est pas forcément c'est pas chevaleresque, hein. S'oublier, c'est qu'à un moment donné on n'est pas en mesure d'envoyer ses enfants à l'école, on n'est pas en mesure de se prendre en charge à la retraite, on n'est pas en mesure de se prendre en charge quand on est dépendant, parce qu'on a peut-être besoin d'aller en maison de retraite, etc. Et qui s'en occupe à un moment donné? Mais ce sont les enfants ou bien le cercle par la suite, et c'est comme ça que le schéma se reproduit, quoi. Donc l'idée, c'est de se dire, moi à mon sens, c'est de se dire que cette solidarité, c'est notre force, donc il faut pas la perdre, mais il faut rajouter un petit soupçon où on se dit, moi aussi, dans tout cela, dans toute cette marmaille là, comment est-ce que je fais pour m'en sortir, moi déjà aussi à titre perso, pour moi et pour ma descendance, quoi. Voilà. Très intéressant ce que tu dis, parce que je pense que c'est quelque chose que on observe tous. Chloé, je sais pas si toi c'est le cas pour toi. Oui, c'est vrai, surtout qu'en fait, je crois on est toutes camerounaises. Hein. Ouais, oui. C'est vrai. Ouais. Donc, oui, franchement, c'est quelque chose qu'on observe énormément, et c'est vrai que parfois c'est compliqué de se dire. Après, moi, je pense qu'il y a quand même un effet où plus on est jeune, moins on est touché par ce genre de choses, parce que moi, je pense que, par exemple, pour les parents, t'as raison, il faut savoir dire non, etc. Mais pour les parents qui ont vraiment directement bénéficié de toute cette solidarité, ça peut être beaucoup plus compliqué. Et voilà, ça va être à nous, à notre échelle, d'apprendre à poser des limites. Et surtout, dans un sens, je pense que ça pourrait être facilité par le fait qu'on puisse se sentir un peu plus légitime. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Qu'est-ce que t'en penses, Chloé? Non, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, je comprends que c'est pas forcément facile, parce que, surtout quand... Comment dire, par exemple, si quelqu'un est dans le besoin et de pouvoir dire non, je trouve que c'est surtout dur si tu as un peu la pression derrière toi de personnes qui disent oui, mais tu as, donc tu peux donner. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, je comprends parfaitement ce que tu dis, et c'est dur. Et en réalité, c'est dur parce que finalement, être la personne qui dit non, c'est être la personne qui met fin à un cycle et un cycle et un cycle, à des générations ça s'est toujours passé comme ça. Je vois pas pourquoi est-ce que toi tu viendrais dire non, quoi, tu vois. Donc c'est sûr que il y a une pression énorme, et c'est pour ça que je pense que l'idée, c'est avant tout de se dire que effectivement, quand j'ai bénéficié d'une solidarité, je dis n'importe quoi, j'ai bénéficié d'une solidarité autour de moi pour pouvoir lancer un business, pour pouvoir envoyer mes enfants à l'école, etc. Mais évidemment que je me sens mal de dire non si demain quelqu'un a besoin de moi pour pouvoir faire ça, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Et c'est là où je pense qu'il y a des choses à mettre en place, il y a tout un cadre aussi à structurer, il y a toute une éducation aussi à faire aux gens, et de se dire, je dis n'importe quoi, hein, mais de se dire, mais je peux me créer du patrimoine sans pour autant avoir mettre 1000 euros, 500 euros, 200 euros de côté chaque mois, quoi. Voilà. Il y a des choses où je peux me dire, ok, est-ce que ça me tuerait vraiment de mettre 50 euros, 100 euros sur un projet pour pouvoir anticiper les études de mes enfants? Est-ce que c'est vraiment ces 50 euros ou ces 100 euros qui empêcheraient de continuer cette solidarité dont je veux continuer à faire partie, parce que c'est ma culture, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que parfois, on a l'impression qu'il faut beaucoup. C'est-à-dire, on a l'impression que... j'ai l'impression parfois on est très court terme, quoi. Tu vois, on est très court terme. On se dit, ok, là, mon argent, il me sert à faire ça, il me sert à faire ça, il me sert à faire ça. Alors qu'en réalité, je me dis, si on se pose, on travaille un budget, on se dit, ok, une planification, ça va arriver à tel horizon de temps, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Enfin, je veux dire, quand on a un enfant, c'est que dans 18 ans, cet enfant, il va aller à l'école. Enfin, il va aller en études supérieures. Enfin, c'est factuel. Enfin, je veux dire, ne pas l'anticiper, c'est... je ne suis pas en train de flageller ceux qui ne l'ont pas fait, hein, mais ce que je veux dire, c'est que c'est quelque chose qu'on voit, en fait, naturellement quand on a un enfant. C'est qu'à un moment donné, cet enfant va quitter le cocon familial pour pouvoir aller suivre ses études. De la même manière, si aujourd'hui je suis en activité, factuellement, je vais aller à la retraite à un moment donné. Enfin, que je le veuille ou non, c'est factuel. À un moment donné, je vais perdre une partie de mon salaire, parce que la pension, étant donné qu'en plus en France, on est sur un système de répartition, je n'aurai pas, mon niveau de vie va factuellement chuter. Donc ne pas le prendre en compte, c'est un choix, mais il ne faut pas après, comment est-ce que je dis ? C'est un choix qui a des conséquences. Tout choix a une conséquence. Tu vois. Et moi, je crois véritablement au fait que là, pour le coup, l'éducation et la sensibilisation, etc., ça rentre
ça rentre en jeu, notamment pour les nouvelles générations, parce que du coup, la nouvelle génération, elle va pas pouvoir pas pour dire que c'est un but en soi, hein, mais elle ne s'extraira pas de toute manière complètement de ce truc de générosité. Et je pense qu'on n'a pas forcément envie non plus de dire non à une tata qui a besoin, etc. Absolument pas. Mais je pense que par contre, la nouvelle génération, avec tout ce qui est éducation financière, etc., avec tout ce qui est... avec la compréhension que vous avez du fait que le temps, c'est votre plus grand allié, c'est la nouvelle génération qui va peut-être aussi avoir cette responsabilité-là de dire je ne reproduis pas bête et méchamment ce qui a été fait avant. Je sais que les investissements, ça existe. Je sais que je n'ai pas besoin d'être millionnaire pour commencer à investir. Je sais que je peux commencer avec 50 €, 100 €, mais je vais commencer avec ça, à flécher ces 50, 100 €. Et après, en parallèle, je peux continuer à aider, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Mais à un moment donné, il y a besoin que quelqu'un soit courageux, pour moi, pour se dire... courageux de se dire je vais anticiper les projets moyen-long terme et je vais aussi par la même occasion continuer à soutenir mes parents et cette communauté qui est finalement notre communauté, quoi, pour le coup. Voilà. Merci beaucoup pour ces réponses. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Enfin, on en a déjà abordé le sujet. Mais quelles sont les erreurs financières que tu as le plus remarquées? Alors, les erreurs financières, alors la première, c'est de ne rien faire. Ça, je pense que ce n'est même pas lié à une communauté en particulier, c'est ne rien faire, l'attentisme. Se dire, j'attends. Et quand je le dis et je le redis, quand on dit j'attends d'avoir une meilleure situation pour commencer à faire des choses, ça, je l'entends tout le temps. Mais c'est quoi une meilleure situation, en réalité? Enfin, je peux gagner 2 000 € chaque mois. Et avec ces 2 000 €, si j'arrive à mettre 100 € de côté et que je l'investis ces 100 € de côté chaque mois, je suis déjà mieux loti que quelqu'un qui gagne 10 000 € et qui en dépense 11 000. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Pourtant, sur le papier, celui qui gagne 10 000 €, il gagne mieux sa vie que moi. Et c'est ce qu'on voit. Hein. Rendez-vous compte, hein. Ceux qui dépensent, ceux qui ont un rythme de vie élevé, le plus élevé, c'est généralement ceux qui ont parfois des niveaux de revenus plus élevés. Parfois, on est très surpris en rendez-vous de voir des personnes qui gagnent très bien leur vie, mais pour autant, qui vont avoir une capacité d'épargne qui va être beaucoup plus faible. L'avantage de bien gagner sa vie, c'est que quelque part, on a de la marge pour pouvoir faire des choses. On a de la marge pour pouvoir épargner. La règle des 50, 30, 20 ou la règle, voilà, chacun a sa règle, etc. Mais de dire que si je gagne beaucoup plus, mais ça veut dire que factuellement, j'ai potentiellement, sur le papier, beaucoup plus de capacité à épargner, beaucoup plus de capacité à investir. Je vais certainement aussi être éligible à beaucoup plus de choses parce que potentiellement, je vais payer beaucoup plus d'impôts et il va y avoir des dispositifs sur lesquels je peux m'appuyer. Parce qu'on est en France, il y a des niches fiscales. Voilà. Donc, l'enjeu, ça sera de se dire comment est-ce que j'arrive à utiliser cette épargne-là pour pouvoir avancer. Quand je gagne un peu moins bien ma vie, j'ai n'importe quoi, j'ai pas envie de dire que si je gagne 1 000 €, machin, je gagne ma vie. Voilà. Chacun, ça résonne chez chacun comme il a envie que ça résonne. Mais parfois, je me dis, j'ai déjà pas beaucoup. Donc, ça me ferait encore mal de perdre ce que j'ai déjà pas beaucoup. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que quand on n'a pas beaucoup, on a peur de perdre le peu que l'on a. Vous voyez? Et ça va parfois mettre dans une dynamique où on se dit, mais on a envie d'être un expert dans tout ce dans quoi on flèche notre argent. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Avant de venir mettre 50 € ici, j'ai envie de comprendre les tenants, les aboutissants de machin. J'ai envie d'être expert dans ça, expert dans ça, expert dans ça, expert dans ça. Parce que de toute manière, j'ai pas suffisamment d'argent pour pouvoir me permettre de perdre cet argent-là. Mais le problème avec ça, contrairement à l'autre catégorie, qui a aussi son fléau, hein, le problème avec ça, c'est que on veut être expert dans tout. Et pour être expert dans tout, il faut avoir du temps pour pouvoir monter en compétence sur tout. Sauf qu'on a 24 heures, hein, tout ça. Hein. Sauf que le fait qu'on n'a pas le temps pour monter en compétence dans tout, ça te met dans une sorte d'immobilisme parce que tu te dis, je ne suis pas prêt à mettre mes sous dans ça parce que de toute manière, je ne suis pas un expert dans ça. Et c'est comme ça que mécaniquement, on perd du temps. On perd du temps parce que non mais je vais me poser dessus pour pouvoir comprendre. Non mais je suis pas en train de dire qu'il faut aller bête et méchant à l'aveugle dans certaines choses, hein, pas du tout. Mais c'est de se dire aussi parfois que il faut savoir mettre sur la table pour pouvoir récupérer. Vous voyez, l'argent gratuit n'existe pas. Et parfois, parfois on a l'impression que c'est un peu ça la quête de l'argent gratuit, de dire comment est-ce que je peux faire 1 million avec 10 cents quoi. Ouais. À un moment donné,
l'argent gratuit, il n'est pas gratuit. Pourquoi ? Parce qu'il coûte du temps. Et le temps a une valeur aussi. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Par exemple, je dis un truc qui peut peut-être vous parler un peu plus terre à terre. Hein. Généralement, on entend l'immobilier, je vais être rentier, etc., faire un cash flow positif, plus, etc. À un moment donné, l'immobilier, c'est un algorithme. C'est un tableau qui rentre, des flux entrants et des flux sortants. Qu'est-ce qui va rentrer ? Potentiellement un loyer. Qu'est-ce qui va sortir ? Une mensualité de crédit, si je l'ai pris à crédit, cet immobilier, une taxe foncière, des charges de copropriété, etc. Donc, faire un cash flow positif, à un moment donné, c'est est-ce que je suis positif quand je fais les moins et les plus ? Vous voyez ? Mais le fait de se dire que je veux aller à un cash flow positif, ça veut dire que quelque part, j'ai condensé au maximum mes sorties. Peut-être que j'ai acheté le bien très, très peu cher. Peut-être que j'ai négocié mes travaux très, très, très à la baisse. Mais ce que je ne vous dis pas, c'est que pour acheter mon bien très, très, très peu cher, potentiellement, j'y ai mis du temps pour aller chercher la belle occasion au fin fond de l'Île-de-France, monsieur et madame qui est en train de divorcer et qui est dans la hâte de vendre. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive à faire un bon deal. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est du temps que ça demande, du coup. Et ça, il faut l'intégrer. Vous voyez ? De dire que l'argent n'est jamais gratuit. Si je veux si je veux quelque chose, soit je mets de l'argent, des pièces sonnantes et trébuchantes, soit je mets de mon temps. Et ça, il faut être très clair avec ça. En sachant que attendre, c'est la pire des erreurs. Il faut avancer à un moment donné. Parce que le temps, et ça, vous parle peut-être de la mécanique d'intérêt composé, etc. Le temps, c'est le plus grand allié. Donc, la première erreur, j'ai été très, très longue là-dessus, mais la première erreur, c'est attendre. Parce que l'attente appelle l'attente. L'attente appelle l'attente. L'immobilisme n'a jamais rendu riche quelqu'un. Voilà. Donc ça, c'est la première erreur qui est pour moi celle la plus criarde, quoi. Et une autre, c'est de ne pas avoir de budget. De ne pas avoir de budget, de ne pas savoir où va son argent. Ça, c'est terrible, ça. Je ne sais pas si c'est lié à la communauté ou pas, hein, mais je vous donne un peu ce qui... Ne pas savoir où va son argent, c'est terrible. Ne pas savoir que j'ai tant qui rentre et j'ai tant qui sort, et voici les différents postes, c'est pas comme ça que ça va marcher à un moment donné. Il faut savoir que voilà, j'ai peut-être des abonnements, j'ai peut-être Netflix, j'ai peut-être le sport, j'ai mon loyer ou ma mensualité de crédit. Il faut savoir où va l'argent. Et in fine, le fait d'avoir un budget et de savoir où son argent va, c'est de se dire, l'idée c'est d'épargner. Ne pas épargner, ça va pas. Ne pas épargner temporairement parce qu'on se dit je suis dans une phase un peu, voilà, je suis peut-être un étudiant, j'ai pas d'entrée d'argent, etc. Ça, c'est OK. Mais avoir une source de revenus qui est pérenne et ne pas épargner en face, il y a quelque chose à régler. Vous voyez ? Et j'entends bien, et c'est même pas un jugement de valeur en disant bien sûr, mais Ursule, tu peux bien dire ça du haut de ton cheval blanc. Alors, j'ai perdu l'expression. Mais je ne suis pas en train de flageller des personnes. Ce que je suis en train de dire, c'est que si aujourd'hui la personne n'épargne pas, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on n'épargne pas. Est-ce que c'est parce que je dépense trop ou est-ce que c'est parce que je ne gagne pas assez ? Parce que parfois, le réflexe, c'est de se dire je n'épargne pas parce que j'ai trop de charges. Mais en réalité, des gens qui ont des charges, mais c'est le strict minimum en fait. C'est leur loyer, c'est l'école de leurs enfants, c'est leur crèche. Enfin, comment est-ce que tu veux qu'ils diminuent ces charges-là ? C'est pas possible. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'en termes de revenus, il y a un problème. Donc, si je veux épargner parce que l'épargne, c'est obligatoire, ça veut dire que j'ai besoin d'avoir plus de revenus. Soit, à ce moment-là, je me crée une source de revenus complémentaire, soit je demande une augmentation au boulot, soit je change de boulot, soit je me forme. Je fais quelque chose, mais j'augmente mes revenus. Par ailleurs, il va y avoir des personnes, effectivement, qui ne vont pas épargner parce qu'ils ont un rythme de vie qui va être trop élevé. De se dire, voilà, je vis au-dessus de mes moyens. Là, à ce moment, il faut réduire la voilure parce que l'épargne, c'est la base. Parce que c'est sur cette épargne-là qu'on va pouvoir épargner pour des coups durs, pour pallier des coups durs. Demain, j'ai une jambe qui se casse, j'ai une voiture qui se casse, que j'ai besoin de ma voiture pour aller travailler, mais je ne suis pas en capacité de réparer ma voiture. Et vous voyez que ne pas avoir d'épargne de précaution, c'est quelque part ne pas jouer contre son camp, quoi, pour le coup. Donc, c'est de se dire, avoir de l'épargne pour pouvoir avoir de l'épargne de précaution et avoir de l'épargne pour investir. Parce que de toute manière, et ça, je le redirai toujours, quelqu'un qui travaille aujourd'hui et qui ne prépare pas sa retraite,
il joue contre son camp. Parfois, j'ai aussi l'impression que ce qui crée cet immobilisme dont tu parles, outre le fait de parfois absolument vouloir être un expert dans ce dans quoi on veut se lancer, c'est aussi de se dire peut-être c'est pas pour moi ou j'y connais vraiment rien. Il y a peut-être parfois même de l'autocensure. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as observé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti? Et comment tu as fait en fait pour passer outre? Oui. Effectivement, tu as tout à fait raison, Massita. Il n'y a pas que le fait de vouloir exprimer. Parfois, il y en a qui n'ont pas la connaissance. Parfois, il y en a qui ont la connaissance, mais qui se disent « c'est pas pour moi » ou « c'est pas pour moi tout de suite ». Voilà. Et effectivement, ça dépend, tout vient effectivement toujours de comment est-ce que j'ai grandi, dans quel milieu social, quelles ont été mes influences, etc. Et qu'est-ce que j'ai envie de faire en réalité. Là, j'ai pas forcément envie d'être très philosophique, tu vois, de rentrer dans d'aller beaucoup trop loin. Mais c'est de se dire que, si je prends par exemple mon exemple, et je ne suis pas en train de dire que je suis un exemple à copier, hein, loin de là, très très loin de là. Si je prends mon exemple, à un moment donné, quand je fais par exemple la bascule du salariat à l'entrepreneuriat, pas pour dire que l'entrepreneuriat, une fois de plus, est fait pour tout le monde, absolument pas. Et on le voit, des gens qui ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat, qui se plantent. C'est parce que je me dis parce que j'ai eu une réflexion où je me dis, je veux plus que ça. Je veux plus que ça parce que j'ai des projets. Tu vois. Je veux plus que ça parce que mon ambition ne se termine pas à ce que j'ai aujourd'hui. J'ai une grande ambition, donc pour pouvoir nourrir cette ambition, j'ai besoin de plus. C'est ce que je veux dire. Donc il y a une histoire de savoir aussi se projeter. Et quand je dis se projeter, c'est pas forcément se projeter en tant que chef d'entreprise, etc. C'est se projeter même à titre personnel. Qu'est-ce que je veux pour ma vie? À quoi est-ce que j'aimerais que mes vacances ressemblent? À quoi est-ce que j'aimerais que les dynamiques familiales ressemblent? À quoi est-ce que j'aimerais que mes parents, quand ils vieillissent, à quoi est-ce que j'aimerais que ça ressemble en fait? Est-ce que j'aimerais qu'il y ait cette solidarité familiale? À quoi est-ce que j'aimerais, si j'ai des enfants, est-ce que j'aimerais qu'ils puissent aller suivre leurs études sans pour autant être freiné par l'argent? Aujourd'hui, c'est 1 étudiant sur 10 qui est obligé de s'endetter pour pouvoir aller faire ses études. J'ai plus la stat en tête, et des étudiants, enfin des aspirants étudiants qui arrêtent leurs études faute de moyens. Alors qu'en tant que parent, j'imagine que c'est pas forcément ce qu'on a envie quand on a des enfants à la base. Vous voyez ? Donc c'est une histoire aussi, je pense, de se projeter, et parfois c'est quelque chose qu'on peut manquer. Voilà, on n'a pas forcément d'exemple peut-être autour de nous. On se pose pas forcément ces questions-là parce que le quotidien est déjà très prenant. C'est vrai. Je me lève le matin à 6h45, ma journée, elle est millimétrée jusqu'à 21h. Mais le soir, je suis fatiguée. Et je peux comprendre, franchement. Maintenant, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait si, et seulement si, j'ai une ambition, je me projette de certaine façon, comment est-ce que je fais finalement pour m'arracher de ce truc-là? Et ça va demander des sacrifices pour pouvoir avoir ce que je souhaite avoir par la suite. Et quand je dis sacrifice, c'est pas forcément à prendre de manière négative. Sacrifice, dans la racine, ça veut dire sacré. Ça veut dire que c'est un effort qui est sacré, que je fais parce que je souhaite avoir quelque chose de plus grand derrière. Mais comme je disais tantôt, il n'y a rien qui est gratuit. Si je ne fais pas cet effort sacré-là, je n'aurai pas ce que j'ai envie d'avoir. Donc, potentiellement, peut-être que le premier truc, c'est déjà d'avoir des modèles qui nous ressemblent, d'avoir quelqu'un qui te tient la main. Parfois, c'est juste ça, hein, quelqu'un qui te dit « t'inquiète, c'est possible en fait ». Et donc du coup, comme toi avec le conseiller que tu as rencontré. Voilà, c'est possible pour toi. T'as pas besoin d'être riche, t'as pas besoin d'avoir un certain background, etc. C'est possible pour toi. Et effectivement, ça dépend encore une fois de plus de ton environnement, des rencontres, des personnes. C'est clair et net. Et on n'est pas tous logés à la même enseigne, ça c'est sûr. Tu vois. Mais c'est important de se dire, et pour répondre à ta question du coup, Massita, j'y reviens, c'est de se dire que oui, parfois il y a de l'autocensure, parce que peut-être qu'on ne le voit pas autour de soi. Voilà. Parfois, c'est par manque d'opportunités. Voilà, on n'a pas forcément les bonnes personnes autour de nous pour nous ouvrir certaines possibilités. Et je voulais dire un truc. C'était quoi la deuxième partie de ta question, de ton propos? Je voulais rebondir. Aller au-delà de ça. Aller au-delà de ça. Du coup, je suppose que c'est aussi dans la représentation, aller chercher aussi parfois, quand on sait qu'on est dans un environnement où comment on est entouré, ça va pas nous mettre dans un état d'émulsion, on va dire, aller chercher ailleurs, aller voir d'autres horizons. Exactement. Comme tu as fait en allant aux États-Unis. Alors,
c'est hyper important, ça. C'est hyper important. Et franchement, on ne se rend pas compte à quel point. Et ça, c'est mon expérience personnelle. Hein. Une fois de plus, je parle par rapport à mon prisme. Je ne veux pas froisser les auditeurs de Saouty-PDA. Je pense que s'ouvrir, c'est extrêmement important. Mais vraiment. Et ça, on n'a jamais fini de s'ouvrir. Mais Je prends un exemple. Je suis allée récemment à un événement, en plus auquel j'avais pas envie d'y aller à la base, parce qu'il pleuvait, etc. Je me suis dit, oh là là, je suis vraiment motivée pour y aller, etc. Je me suis dit, allez Ursule, vas-y. Et en fait, à cet événement-là, c'était un événement autour de l'entrepreneuriat, promotion de l'entrepreneuriat, etc. En plus, comment est-ce que je suis tombée sur cet événement-là ? Une fois de plus, la force du réseau, complètement par bouche à oreille, etc. Je parlais avec une personne avec qui ça a bien matché, elle m'a inscrite à une newsletter, et c'est cette newsletter qui a eu la promotion de cet événement, etc. Bref, let's go. On va je vais à cet événement. Il y en a eu 2 d'ailleurs comme ça qui sont, mais je prends celui-ci parce qu'il est très parlant. C'est un événement qui avait lieu place de la Concorde. Oh là là, j'ai oublié le nom de l'hôtel, mais place de la Concorde, le lieu majestueux. Franchement, tu arrives, ça sent l'opulence, ça sent on est bien. Tu vois ce que je veux dire ? Les personnes hyper intéressantes, hyper inspirantes. Le panel, hyper inspirant. Mais vraiment, je me suis dit, mais si je n'étais pas motivée, mais j'aurais regretté. Alors, est-ce que j'aurais regretté ? Non, parce que je sais pas ce que j'aurais loupé. Et c'est ça un peu le drame de tout ça. C'est que parfois, on ne fait rien, on se dit, non, ça va. En fait, en réalité, on ne sait pas ce qu'on est en train de louper. Et ça, c'est encore un fléau de la non-connaissance, de l'ignorance, pour le coup. L'événement hyper qualitatif, les personnes que tu rencontres, incroyable. Le cadre, incroyable. Et je me rappellerai toujours, j'étais après aller au petit coin pour faire pipi. Et les toilettes, j'avais jamais vu des toilettes aussi qualitatives, avec de l'or partout, etc. Je me dis, mais waouh! Et en fait, pourquoi est-ce que je raconte cette histoire ? Parce que en réalité, outre ces petites anecdotes-là, c'est que je me rappelle, je suis sortie de là en ayant plein d'idées différentes, nouvelles, pour mon propre business. Et c'est un élan de créativité que je n'aurais pas eu si je n'étais pas allée à cet événement-là. C'est clair et net. Pour dire quoi ? Pour dire que le fait de s'ouvrir à de nouvelles choses, sortir un peu de sa routine quotidienne, c'est extrêmement salvateur parce que ça permet de s'émuler et de donner cette dose de créativité dont le cerveau a besoin pour parfois même te donner une solution à un problème que tu vis au quotidien. Parfois, on va avoir des problèmes, on va tourner en rang comme ça, autour de nous-mêmes, autour des personnes que l'on connaît. Mais qu'est-ce qui te dit pas que si tu mets 15 € dans un truc à Paris où tu sors un peu des sentiers, tu sors un peu de ta zone de confort, qu'est-ce qui te dit pas que c'est là que tu vas trouver la solution à ce que tu cherchais en réalité, tu vois ? Et je pense que ça, ici, il y a vraiment une leçon que ça m'a donnée, c'est de me dire que parfois, il faut vraiment se mettre dans une démarche active de s'ouvrir les horizons. Et ça, il n'y a pas besoin... Là, on va me dire, mais non, mais on n'a pas tous les moyens d'aller aux États-Unis. Il n'y a pas forcément besoin de voyager. Hein. C'est justement ce qu'on voulait évoquer. Voilà. Des solutions, justement, pour... parce qu'il y a des personnes qui justement, n'ont pas forcément eu la chance ou pas forcément été dans un milieu où ils étaient très proches de l'éducation financière. Mm-hmm. Et du coup, par rapport à ça, par où ils peuvent commencer ? Pas forcément partir aux États-Unis ou aller dans des beaux événements, pardon. Mais par où ils peuvent commencer D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai vu que l'éducation financière arrivait au programme en 4e. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info. Des cours, mais c'est pas beaucoup, mais c'est déjà un début. C'est déjà un début. Voilà, ouais. C'est déjà un début, donc c'est très, très, très bien. C'est très, très, très bien. Par où commencer ? Bah oui, par exemple, je sais pas si tu as des conseils, des lectures à conseiller, des journaux, des podcasts, des moyens un peu pédagogiques, voilà. Sur Internet, parce que justement, c'est vraiment accessible à tout le monde, mais parfois, on sait pas forcément où chercher parce que Internet, c'est très vaste, quoi. Exactement. Et on est, j'ai pas envie de dire, parfois aussi, j'ai remarqué, je sais pas si vous l'avez remarqué aussi, mais dans cet essor, en tout cas, ces dernières années de vouloir beaucoup plus s'éduquer financièrement, etc., du coup, on peut être beaucoup plus sujet à des arnaques, à des formations pour gagner de l'argent facilement, surtout par rapport au trading, des choses comme ça. Donc voilà, apprendre à faire le tri un peu. Tout à fait. Quels conseils tu pourrais donner ? Tout à fait, tu as tout à fait raison, Massita. Aujourd'hui, il y a même un trop plein d'informations. Et maintenant, l'enjeu, c'est de savoir elle est où la bonne information, en réalité. Tu as tout à fait raison.
Je vais commencer par mon préféré, la lecture. Oh là là, la lecture. Mais une fois de plus, c'est pas de la connaissance gratuite parce que les gens vont dire mais moi j'aime pas lire, etc. Ah bah mais mon coco. Si tu aimes pas lire, quelque part tu fais le choix de te fermer à certaines choses. Je prends l'exemple là, et je vais donner un livre que je suis en train de lire aujourd'hui, un livre que j'ai procrastiné, et je suis en train de me dire ben voilà, tu as procrastiné, donc plein d'informations que tu as loupées. Ça s'appelle Stratégie de prospérité de Jim Rohn. Jim Rohn, un entrepreneur américain qui est décédé aujourd'hui, hein, voilà. Il a le livre, il fait ça. Ça se lit en 3 jours, le livre. Stratégie de prospérité. Et dedans, pépite. Pépite, 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 ce livre. Franchement, s'il n'y en avait qu'un seul que je donnerais, ce serait celui-là. Parce que celui-là, pas pour dire qu'il y a tous les principes financiers qui sont brossés dedans, mais celui-là, ça t'ouvre l'esprit à te dire, voici ce qu'il faut que je fasse. Vous voyez ce que je veux dire ? Extrêmement important. Extrêmement important. Et il faut commencer quelque part. Et si je dirais quelque part, c'est la lecture. Et je pense qu'en plus, la lecture, au-delà de se dire qu'on veut acheter ces livres, il y a des bibliothèques. Il y a des bibliothèques où tous ces livres-là, j'imagine, sont en libre service. Voilà. Mais s'éduquer, ça passe par les livres. Voilà. Ça passe par simplement, même avant de se dire... on a tous un peu, tu vois, des icônes un peu, des grandes personnes qu'on aime bien, voilà, les Nelson Mandela, les Barack Obama, les Michelle Obama, etc. Même si ça perd le part d'argent, pose-toi la question, j'aime telle personne ou j'admire telle personne pour X raison, intéresse-toi à sa vie. Et pour s'intéresser à sa vie, il y a plein de biographies. Choisis une biographie. Pas pour dire qu'en lisant la biographie de Michelle Obama, ça y est, tu seras première dame des États-Unis. Absolument pas. Mais pour autant, en lisant son histoire, sûr à 100% qu'il y aura des choses que tu vas en retirer. Sur sa gestion à sa famille, sa gestion à l'argent, sa gestion à l'ambition, sa gestion du couple, etc., etc. Pose-toi la question de savoir comment est-ce cette personne a fait pour y arriver. Je dis n'importe quoi. Steve Jobs, parce que c'est une biographie qui m'a marqué. Ben voilà. La lecture de la biographie de Steve Jobs. Enfin, pour dire qu'en fait, il n'y a pas que les livres très axés éducation financière. Parce qu'en réalité, l'argent n'est qu'un outil. Quelqu'un qui veut réussir sa vie, certes, il y a l'argent, mais il n'y a pas que l'argent. Tu vois ce que je veux dire ? Et parfois même, on manque de prospérité financière parce que déjà, il y a un truc qui est déjà plus profond qui ne marche pas, en fait. De se dire, non, mais de toute manière, c'est pas pour moi. Ah non, mais de toute manière, je suis un perdant. Il y a toujours des gens qui gagnent, il y en a qui perdent. Et moi, je fais partie de la catégorie des perdants. Donc, tu vois déjà qu'il y a un mindset qui n'est pas bon. Tu vois, avant d'arriver à comment est-ce que je gère mon argent. Chez les femmes, j'adore Ellevest. Mon fameux exemple américain, là, je les suis toujours, etc. Top. Franchement, top. Et ça s'adresse pas qu'aux femmes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas une page internet où on filtre par genre. Ellevest, vraiment hyper chouette, hyper pédagogique, etc. Donc ça, c'est une ressource, on va dire, en ligne, pour le coup, qui est accessible gratuitement. Donc faire ça. Après, je sais qu'en termes de newsletter, il y a Plan Cash, que j'aime bien. Voilà, que j'aime bien, qui donne pas mal d'éléments aussi. En sachant que voilà, il y a toujours évidemment à prendre tout ça à prendre avec des pincettes. C'est toujours aussi chacun qui nourrit sa propre éducation et qui décide si oui ou non il va suivre le conseil de telle personne, pas suivre le conseil de telle personne. Mais c'est important de s'éduquer. Commencez par Jim Rohn. Jim Rohn vous donnera l'élan d'aller chercher autre chose. Et après, de manière pratico-pratique, comme je disais, tout démarre par un budget. Tout démarre par un budget. Pour faire un budget, j'ai pas besoin. Je prends juste une feuille de papier comme ça, là, un stylo. Je dis voici ce qui rentre, voici ce qui sort. Un fichier Excel pour ceux qui sont un peu plus à l'aise. Mais c'est le budget, c'est la base. Et après, de se dire le reliquat, mon épargne. En fait, je reviens sur l'épargne parce que c'est vraiment la clé de tout. L'épargne, en réalité, vous savez que quand on a de l'argent, quand je paye mon loyer, qu'est-ce que je fais ? Je paye mon propriétaire. Quand je paye mon électricité, je paye EDF. Quand je paye mon abonnement Netflix, je paye Netflix. Maintenant, avec quel ordre de priorité ? Chacun connaît son ordre de priorité. Quand j'épargne, je me paye moi. Et ça veut dire quoi ? Je me paye moi. Quand j'épargne, je paye ou bien je mets en priorité mes projets à moi. Je mets en priorité ma vie.
Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. C'est de dire que quand je décide d'épargner, en fait, c'est moi que je choisis. Et je devrais en réalité me choisir en premier. Je devrais être en mesure d'épargner en premier. Parce que si je paye tout le monde et qu'à la fin de la journée, je ne me suis pas payé moi, en fait, je suis juste un outil pour les autres, sauf pour moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je suis un outil pour tout le monde, sauf pour moi. Donc, ce n'est que normal que je ne sois pas en mesure de vivre la vie que je veux vivre, que je ne sois pas en mesure de me payer des vacances, que je ne sois pas en mesure d'envoyer mes enfants à l'école et que je ne sois évidemment pas en mesure de payer ma retraite. Pourquoi ? Parce que j'ai passé toute ma vie à être un outil pour les autres, parce que je n'ai pas épargné. Et je le redis pour nos auditeurs, ne pas épargner aujourd'hui, ce n'est pas un drame. Juste, la question du budget vous permettra de savoir pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à épargner et à prendre la prochaine action. Est-ce que c'est une question de charge qu'il faut diminuer ? Est-ce que c'est une question de revenus qu'il faut augmenter ? Ou est-ce que c'est les deux ? Première étape. Je dirais même que c'était cette seule étape-là. Tu nous as donné beaucoup de conseils par rapport à l'épargne et on en a un peu parlé, mais est-ce que tu vois une grande évolution chez les jeunes générations, donc ceux qui vont maintenant rentrer à l'université, ou même nous-mêmes, sur l'épargne ou l'investissement et l'entrepreneuriat ? Oui, bien sûr, beaucoup. Les jeunes, et je pense que c'est un peu ça aussi, le pendant positif de ce qu'il y a sur tout ce qui est réseaux sociaux, c'est qu'on se dit qu'il y a peut-être plus, on cherche plus, on essaie de faire, d'utiliser ces leviers-là, que sont Internet, les réseaux sociaux, etc., pour pouvoir avancer un peu plus rapidement. Donc oui, je pense que les jeunes générations, une fois de plus, j'ai pas envie de généraliser, mais en tout cas ont tendance à être sensibilisés sur la question de l'investissement. Maintenant, est-ce qu'ils ont bien compris les principes de l'investissement ? Je ne sais pas. Ou est-ce qu'ils sont biberonnés, comme je disais tantôt, à de l'argent facile ? À de dire je serai rentier, à de dire je vais aller trader sur le forex, sur le machin et je serai riche et millionnaire. Voilà. Donc il y a la question, c'est oui, effectivement, il y a cette connaissance de se dire il faut l'investissement, l'entrepreneuriat tendent à se démocratiser. Maintenant, savoir bien investir, ça c'est autre chose. Savoir bien se dire ok, dans la capacité d'épargne que je peux, dans la masse que je peux investir, qu'est-ce que j'investis véritablement pour me créer un patrimoine et qu'est-ce que j'investis entre guillemets pour jouer avec mon argent. Il faut savoir faire le distinguo entre les deux, quoi. Okay. Je ne peux pas avoir 0 sur mon compte en banque et j'investis toutes mes sommes d'argent, n'étant même pas en plus un expert, dans des actifs extrêmement volatiles. Bah non. Voyez. Donc oui, il y a effectivement une tendance à investir, entreprendre, en plus avec des programmes comme Qui veut être mon associé, etc. On parle d'entrepreneuriat, etc. C'est très très bien. Maintenant, je pense que le petit pas en plus, c'est de se dire comment est-ce que je le fais et comment est-ce que je le fais de manière efficace. Voilà. Oui. Comment est-ce que je le fais de manière efficace, dans quel objectif, etc. Et comment est-ce que... Parce que c'est pas juste investir pour investir. Pourquoi est-ce qu'on investit ? Dans quel objectif ? Il faut se poser ces questions-là. Oui. Il y en a qui vont dire non, mais moi je veux faire l'immobilier. J'ai envie de dire mais pourquoi tu veux faire l'immobilier ? L'immobilier, ce ne sont que des véhicules, ce ne sont que des moyens. Mais tu vas où, en fait, avec ce moyen ? Tu vas où avec ce véhicule ? C'est ça la question que tu devrais te poser. Et le jour où tu auras la réponse à ça, potentiellement, c'est de l'investissement, potentiellement, c'est de l'entrepreneuriat, potentiellement, c'est autre chose, en réalité. Donc, il faut que les gens comprennent aussi que ce n'est pas juste une hype, une mode, ce n'est pas un effet de mode, ça reste des véhicules pour partir d'un point A à un point B. Vous voyez ? Et si je ne sais pas faire, soit, effectivement, je monte en compétences, soit je me fais accompagner pour faire le truc, pour le coup. Vous voyez ? Mais c'est important de se dire que de ne pas juste prendre les choses comme elles sont, habillées comme elles sont en fonction de l'influenceur qu'on a en face de nous, pour pas prendre des décisions qui sont pour autant, qui sont aussi importantes dans la vie de tout un chacun, quoi. Voilà. Oui. Du coup, toi, tu as fait tout ce travail, voilà, de t'ouvrir, de te former, de te faire accompagner, et j'ai pas fini. etc. Et t'as pas fini. Comme quoi, on continue toujours d'apprendre. Et tu as ouvert ton cabinet. Et en fait, moi, je me demandais, qu'est-ce qui t'a donné envie, toi, à ton tour, d'aider les gens ? Pourquoi ne pas... te cantonner à toi, à ton cercle, à ta communauté. Surtout que la particularité de ton cabinet, c'est qu'il n'y a pas de ticket d'entrée pour recevoir tes conseils. Donc, qu'est-ce qui t'a motivé ? En fait, qu'est-ce qui m'a motivé ? C'est une excellente question.
Si je reprends mon parcours, je pense que la première, quand je décide de me dire « Ok, why not ?», je fais un constat qui est simple, qui est de dire que, j'ai du temps, bien je peux dégager du temps. Parce que parfois, on a l'impression qu'on est full de partout, mais en fait, c'est plein de petites choses comme ça qui peuvent être condensées, etc. Donc, je fais le constat de « Je peux dégager du temps ». Je fais l'autre constat aussi, qui est de dire que par rapport à là où je veux arriver, je n'y arriverai pas par les moyens par lesquels je suis actuellement. C'est-à-dire mon salaire, mon machin, parce qu'en plus, moi, quand je sortais d'école et tout, j'avais ma carrière qui était tracée dans ma tête. J'avais prévu d'être CEO d'une boîte du CAC 40, donc je veux dire, rien que ça pour moi. Donc effectivement, quand tu arrives après dans la sphère, dans le monde du travail, dans l'industrie en plus là où j'étais, etc., tu vois que les choses ne vont pas aussi rapidement et ne sont pas aussi agiles que ce que tu avais imaginé. Ça te pose question. Voilà. Moi, ça m'a posé question. Me dire, ok, est-ce que c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment ça, mon objectif, c'est vraiment ça. Parce que j'avais envie de plus. À titre perso, j'avais envie de plus. Ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Voilà. Donc, je me dis, en y réfléchissant, que j'ai besoin de plus. Parce que mon objectif, je sais que, on n'en a jamais parlé vraiment, mais je sais qu'à un moment donné, j'aimerais bien monter une fondation ou quelque chose comme ça pour des jeunes femmes, à un moment donné. Particulièrement en Afrique, quelque part. Tu vois, un peu ce que Oprah fait, là, etc. Mais je ne sais pas par où on va commencer encore, voilà. Mais je sais que c'est mon objectif. Et par contre, je suis très lucide sur le fait que pour monter une fondation comme ça, 1, il faut avoir des sous. 2, il faut avoir un réseau. Voilà, pour savoir s'entourer de bonnes personnes, de bonnes compétences, etc. Il faut avoir du temps et il faut finalement s'être mis à l'abri, soi et sa famille, à l'abri du besoin pour pouvoir être full sur ce type de projet-là. Et donc, quand je faisais mes calculs, je me disais factuellement, je ne vais pas y arriver en fait. Ou bien, je ne vais pas y arriver aussi rapidement que je le souhaite. Donc, c'est comme ça que la graine de l'entrepreneuriat, quelque part, a été, par cette rencontre, a été semée en moi et a germé progressivement. Et le cabinet... Parce que, j'en ai bénéficié déjà de ces conseils-là. Et pourtant, je m'estimais pas sous-informée, mais pour autant, j'arrivais pas à passer à l'action toute seule. Parce que quand il faut signer un crédit de 230 000 €, en fait, je te dis, je vais vraiment y aller, etc. Tu as besoin d'être rassurée. Et c'est normal. Tu vois. Et c'est normal. Quand tu as entendu que, quand tu ne sais pas que, en fait, en t'endettant, il y a du bon crédit, il y a du mauvais crédit, je te dis, en fait, non, je n'ai pas envie de m'endetter parce que c'est du mauvais crédit, alors qu'il y a du crédit qui peut te permettre de te créer du patrimoine. Mais le crédit est engageant. D'ailleurs, je sais le crédit est engageant. N'allez pas prendre de crédit. Le crédit vous engage à être remboursé. Mais, tu vois, quand je te dis, OK, je suis dans une démarche de me créer du patrimoine, je vais acheter un appartement à crédit, ça reste une décision qui est engageante. Et on a besoin d'être rassuré. Et on a besoin de savoir, de se dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, pour le coup. Donc, effectivement, on va dire que j'avais peut-être ce petit truc-là, ce petit sang-là, de se dire, OK, je peux prendre du risque, etc. Pour autant, je n'avais pas fait ça toute seule. J'avais besoin d'être accompagnée pour pouvoir y aller. Et en fait, ça a été le constat que j'ai fait avec mes propres potes d'école, que j'ai fait avec des personnes qu'on m'a recommandées par la suite. C'est que parfois, pas qu'on ne connaît pas, c'est juste qu'on ne sait pas faire seul. En fait, on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'avoir en face de soi un sachant qui dit « T'inquiète, allons comme ça ». Pas pour te dire que le risque zéro existe, parce que quand on investit, il y a nécessairement une prise de risque. Quelqu'un qui vous dit qu'il a investi pour votre argent et qui a zéro risque de perdre ton capital, c'est faux. L'investissement, il y a une prise de risque. D'ailleurs, le boulot du conseiller en gestion de patrimoine, c'est d'aider les gens à prendre le risque. Vous voyez. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a beaucoup d'immobilisme parce que parfois, on se dit qu'on ne peut pas y aller tout seul. Et spécifiquement, en plus, dans notre communauté, je pense, parce qu'on se dit, comme je le disais, il y a trop à perdre, en fait. Si je m'amuse à faire n'importe quoi avec mon argent, comment est-ce que je subviens aux besoins de ma famille et de ma communauté de manière plus large, quoi. Tu vois. Et on a aussi l'impression de se dire, non, mais c'est pour eux. Non, mais c'est pour eux. Et d'ailleurs, la preuve, les cabinets, le travail que je fais aujourd'hui, c'est de rendre accessible un conseil que tu peux avoir en banque privée, banque de fortune. Qui se permet d'aller en banque privée, banque de fortune? Quelqu'un qui a déjà les moyens. Et quand je dis les moyens, la BNP aujourd'hui prend 300 000 € de capital.
investir pour pouvoir te permettre d'aller en rendez-vous avec eux en banque de fortune. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça demande déjà effectivement un certain ticket d'entrée. Mais est-ce que c'est pour autant, est-ce que c'est juste pour le coup, pour un jeune étudiant, quelqu'un qui démarre la vie active et qui a des ambitions, est-ce que c'est juste qu'il n'ait pas finalement accès aussi à ce conseil-là? Donc, c'est vraiment ce constat-là. Et si je prends ma casquette de chef d'entreprise, en France aujourd'hui, il y a un marché qui est faramineux, quoi. 10 millions de foyers fiscaux. C'est énorme. Posez-vous la question la dernière fois, c'est quand votre conseiller bancaire qui vous a appelé? C'est quand la dernière fois qu'il vous a appelé? Non, mais pour vous dire, hein, et je ne suis pas en train de tirer sur eux, hein, ils ont leur boulot, ils ne sont pas forcément incentivés pour, etc. Mais pour dire qu'il y a un marché qui est faramineux en France aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a tout ce qui est prolifération d'arnaques, etc., etc., etc. Mais il y a un marché aujourd'hui. L'épargne des Français dort sur les comptes courants, sur les livrets A. C'est terrible. C'est terrible. Et pourtant, l'inflation, elle dort pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est d'un côté, voilà, c'est pour toutes ces raisons-là. Et de l'autre, c'est un business. Hein. Enfin, je veux dire, c'est mon cabinet de gestion de patrimoine, c'est mon activité. Et par contre, oui, pour moi, c'était important de rendre le truc le plus accessible au plus grand nombre, ouais, pour le coup. On a une dernière question pour conclure. Si tu pouvais changer une chose dans la manière dont l'argent et l'éducation financière sont perçus dans notre communauté, ce serait quoi? Je dirais que l'argent, c'est pas le démon. J'exagère. À peine. L'argent, c'est pas le démon. L'argent n'est pas forcément synonyme d'anxiété, synonyme de dispute, synonyme de discorde familiale, synonyme d'arnaque, synonyme de on va me tuer parce que je suis riche, on va mal me regarder parce que j'ai un peu de moyens, etc. L'argent n'est pas forcément synonyme de cela. Voilà. Évidemment, il y a des contextes où l'argent a été la source potentielle de problèmes, etc., etc. Mais s'il y a vraiment un truc que je voudrais qu'on retienne, nous, c'est que l'argent, ça reste un outil. Ça reste un outil. C'est pas une fin en soi. Être millionnaire, c'est pas une fin en soi. Avoir des millions et des millions sur un compte en banque, c'est pas une fin en soi. L'argent est là pour permettre de réaliser certaines choses, pour te permettre d'avoir une meilleure santé. Si tu vas à l'hôpital et que ta mutuelle te rembourse pas tout, ou bien la sécurité sociale ne rembourse pas tout, tu es bien content d'avoir un peu d'argent pour pouvoir te permettre d'avoir une mutuelle ou pour pouvoir payer ce qui reste à payer, quoi, pour le coup. Ça te permet d'avoir une meilleure santé. Ça te permet d'avoir une meilleure santé aussi dans le sens où tu peux mieux t'alimenter. Tu peux décider d'acheter des produits qui sont peut-être un peu mieux pour pouvoir mieux t'alimenter parce que c'est ton corps qui est ton meilleur allié. Si tu n'as pas une bonne santé, tu peux aller nulle part, potentiellement. L'argent, ça te permet, c'est un outil qui te permet de t'ouvrir au monde, qui te permet de payer un voyage, qui te permet d'aller à des conférences, qui te permet d'aller t'acheter des livres. Donc, c'est un outil. C'est un outil qui te permet de contribuer aussi au monde. De dire, je fais des dons à des associations, je fais des dons à une église, je fais des dons je participe à faire circuler l'argent, à se tenir l'économie. C'est un outil. Vous voyez, l'argent permet de payer son impôt. L'impôt aujourd'hui, c'est une manière autoritaire de faire recirculer la richesse. Mais c'est les impôts qui permettent de payer, je sais, au centre Mazet, j'imagine qu'il y a une partie d'impôt qui, quoi que j'en sais rien, j'ai pas envie de me mettre en conflit d'intérêt, mais qui va financer les hôpitaux, en partie, l'hôpital public, financer les écoles, etc. Enfin, tout ça, ce n'est qu'un outil. Donc moi, s'il y avait vraiment un truc que j'aimerais dire, c'est que l'argent, il faut vraiment qu'on le voit comme un outil. Pas comme un outil, pas comme quelque chose à diaboliser, quoi. Parce que plus on diabolise quelque chose, moins on en a. Ça, c'est sûr. Et qui a envie d'être pauvre? Moi, j'ai pas envie d'être pauvre. J'ai envie d'avoir de l'argent, pas pour l'accumuler sur mon compte en banque, mais pour pouvoir faire des choses qui me plaisent, pour pouvoir offrir des choses à mon entourage pour pouvoir leur faire plaisir, pour pouvoir voyager avec eux, pour pouvoir s'exposer à des opportunités différentes, pour pouvoir s'ouvrir au monde, pour pouvoir contribuer pour plein de raisons différentes. Donc l'argent n'est qu'un outil, en réalité. Donc on ne devrait pas avoir honte de parler d'argent. Et si on ne sait pas comment l'argent fonctionne, on ne devrait pas avoir honte de demander de l'aide. Ça, c'est ce que je dirais. Ouais, en tout cas, chaud.
Et écoute, Ursule, merci beaucoup pour ces mots très justes, surtout ces derniers mots qui résonnent particulièrement parce que, encore une fois, je pense que je l'ai dit au moins 4 fois ou 5 fois tout au long de cet épisode, mais c'est des choses qu'on observe et c'est des choses en fait où on a du mal à se dire concrètement faut agir en fait. Et là, je pense qu'on est vraiment à un tournant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment à nous de faire l'effort, déjà nous de nous éduquer et ensuite après redistribuer, on va dire, ce qu'on apprend. Moi, je sais que dans le cadre de... Dans ma famille, on n'est pas du tout familier avec l'éducation financière, etc. En tout cas, moi, mes parents n'en parlaient pas du tout avec moi. Et en fait, dans le cadre de mes études, je me suis dit, j'ai envie d'en apprendre plus, etc. Et si j'ai envie d'en apprendre plus, c'est même pas que pour moi, c'est ensuite après pour aller redire à mes parents, à mes frères et sœurs, à ma famille, comment ça se passe, ce qu'ils peuvent faire, etc. Même si, pour l'instant, je suis qu'en licence 3, j'ai pas encore fait grand-chose. Pour l'instant. Mais c'est à venir, quoi. Ouais. Donc, je suis déjà, en fait, dans cette optique de pouvoir aider et pouvoir informer le maximum de gens autour de moi. Et donc, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on soit tous vraiment dans cette optique-là, de se dire, le changement, il va venir de nous, surtout dans nos communautés. Tout à fait. Exactement. Franchement, c'est très, très juste ce que tu dis. Et si j'abonde un tout petit peu, je dirais, je veux pas que ce soit pris mal, hein, mais c'est notre responsabilité, quoi. Pour moi, c'est une responsabilité qu'on a aujourd'hui. Parce que moi, j'estime que la génération qui vient après est supposée pousser le curseur un peu plus loin. On ne peut pas se permettre de refaire pareil. Nos parents ont fait du mieux qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient et on leur sera toujours éternellement reconnaissant. Maintenant, c'est notre responsabilité de pousser le curseur un peu plus loin. Je ne peux pas dire que je vais reproduire pareil. C'est ta responsabilité, c'est notre responsabilité individuelle, notre responsabilité aussi collective. Voilà, on est mieux informés, mieux éduqués, on est plus ouvert sur le monde, etc. Donc c'est notre responsabilité et il faut qu'on accepte et qu'on porte ce costume de responsabilité et qu'on l'assume et qu'on avance. Avec le sourire. Tout à fait. En tout cas, Ursule, merci beaucoup. Chers auditeurs, chères auditrices, on espère que cette discussion permettra à beaucoup de personnes de réfléchir par rapport à leur rapport à l'argent et surtout à comprendre que l'éducation financière, c'est un outil. Je ne sais pas combien de fois ce mot a été répété aujourd'hui, mais... je pense que c'est la chose à retenir. L'argent, l'éducation financière, ce sont des outils. Et ce sont des outils pour construire notre avenir. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode de Sautipédia, qui est d'ailleurs le dernier de la première saison. Comme quoi, on a avancé, on a fait beaucoup de choses en une année. Donc, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à nous suivre pour les prochains épisodes. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir.